juste à la sortie de l'avenue de Flandre, on arrive dans un espace qui est très peu qualifié. Et finalement, dès qu'on s'affranchit des usages sociaux de l'espace, dès qu'on sort des formes de l'urbanité, on fait l'expérience de la force des lieux, l'expérience des espaces dans leur matérialité. Et c'est un peu ce que les situationnistes appelaient des zones psychogéographiques, c'est-à-dire des zones dont on faisait une expérience sensitive, émotionnelle, affective. Et c'est ce qui se passe ici, hein. On ressent fortement la présence physique des lieux avec d'un côté les rails du train, de l'autre côté le périphérique, les péniches, d'un côté de l'habitat, et puis de l'autre côté des entrepôts en voie de requalification. Et tout cela fait sens, il n'y a pas vraiment d'unité, les choses interagissent les unes avec les autres, et c'est une expérience très, très physique des espaces, et c'est ce qui me plaît ici, juste à côté finalement, juste à l'extrême frontière du 19e arrondissement, où tout est finalement bien ordonnancé, bien structuré. Ici, c'est une des dernières expériences vraiment physiques et émotionnelles qu'on peut faire des espaces. Pour moi, la ville, c'est la représentation la plus proche de la psyché. C'est un espace en constante métamorphose, sans cesse changeante, et en même temps évoluant à partir d'un noyau qui en général est historique et qui se déploie avec des quartiers, des enceintes, des territoires interdits, des espaces plus ou moins ouverts, commerciaux, secrets, poétiques. Et je pense que notre psyché est constituée de la même manière. Alors je pense que les villes qui sont traversées par des fleuves ont une tonalité très particulière et à laquelle moi je suis particulièrement attachée, qui consiste dans ce rapport entre l'immuable, la permanence et le mouvant. Et l'eau, tous les territoires autour de l'eau fonctionnent un peu comme à la manière de l'inconscient ou du mystère. Ils irriguent le territoire de la ville d'un espace qui ne peut pas être maîtrisé, ou jamais complètement. Il peut être bordé, il peut être cerclé, mais un jour il peut déborder par des crues incontrôlables. Et surtout, il nous rappelle constamment, quand on l'a sous les yeux, à ce mouvement et à ce qui nous échappe et d'où l'on vient. Et je pense qu'une ville qui garde en son centre l'espace mouvant de l'eau, encore une fois, possède une sorte de centre secret qui l'a fait évoluer différemment des autres villes, à l'image donc de notre psyché. Et je suis frappée comme souvent les bords de fleuves, qui sont des endroits très, très beaux, sont en même temps, restent, même dans une ville aussi policée et trop, un peu je trouve, Paris, des lieux semi-sauvages. C'est plus frappant par exemple à Rome, où les bords du Tibre sont restés longtemps des lieux quasi désertés. Mais même là, en bord de Seine, il y a par exemple ces bateaux qui sont des habitations mais qui n'ont pas vraiment de concessions. Tout ça est encore très justement mouvant, pas trop réglementé. Ça le sera un jour, mais ce sont des espaces aussi où on est entre l'espace érotique, poétique, on flâne, on pense, on ne peut pas vraiment s'y arrêter pendant des jours et des jours. Et je pense que ce sont des territoires qui occupent qui revêtent un sens très, très particulier et très important, même pour la pensée. En réalité, je pense que la force d'une ville, c'est son métissage. C'est ce qui fait de New York une ville vraiment géniale au sens propre du terme, mais que Paris a quand même gardé. Et la contiguïté entre un jardin avec des enfants, une université à côté, la Sorbonne, des logements étudiants, le boucher, toute cette congruence d'espace de pensée, d'espace pour moi, qui se métaphorise à Paris dans un lieu qui
tant qu'il subsistera, il fera penser que Paris garde ce génie-là, c'est le café. Et il faudrait que les cafés restent des mauvais cafés et le sandwich des mauvais sandwichs, parce qu'on n'y vient pas pour un Starbucks ou pour prendre de la gastronomie. On y vient pour être d'une certaine manière déçu parce que dans l'assiette, mais justement pour échanger 3 mots, pour recevoir des SMS, pour croiser quelqu'un qui nous plaît, pour échanger avec des profs, des amis, des univers très différents, osent y rentrer, y rester, pleurer. Et cette ville a le génie des cafés. L'espace et l'expérience de l'espace a une place assez centrale. Je pense bien sûr à la caverne de Platon, à la chambre de Descartes, à tous ces espaces semi-publics, semi-privés à partir duquel s'élabore la pensée, mais aussi aux expériences philosophiques qui ont été fondatrices dans la vie des philosophes. La fameuse nuit de Pascal ou l'expérience qu'a eu Nietzsche à Sils Maria. C'est dans des espaces auxquels eux-mêmes reviennent dans les textes que ça s'est passé, et je pense qu'il y a cette nécessité de rapporter le concept, l'interrogation sur la vérité, les choses premières, ce qui est hors de notre vue d'une certaine manière, en dehors de la doxa, à cet espace dans lequel on est jetés tous et où on cherche d'une certaine manière à créer une permanence, une ritualisation, alors même que la condition humaine est fondamentalement un exil. Et ce rapport entre l'exil de l'être jeté dans le monde et cette nécessité de créer un abri et de trouver dans la pensée même un abri pour d'une certaine manière se poser suffisamment pour penser le monde, c'est-à-dire trouver le lieu, la caverne, la cabane, l'espace du retrait à partir duquel on peut se poser un instant dans ce mouvement d'exil et de métamorphose constante dans laquelle et l'individu et la société sont pris, à cette résonance dans la métaphore spatiale. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que d'une certaine manière, les deux événements, là aussi peut-être fondateurs d'une vie humaine, c'est la naissance et la mort. Et de ces deux événements, nous n'avons pas de mémoire, puisque la naissance, d'une certaine manière, nous y étions sans y être. La conscience n'est pas rendue à elle-même. Et la mort, elle disparaît à l'instant où elle se réalise. Et ces deux événements sont pourtant entièrement déterminants dans notre vie et sont les événements qui nous définissent antérieurement et a posteriori comme être humain. Et à partir de ces événements impensés, l'événement de la vie comme exil, donc comme traversée, comme passage, avec cette incidence du temps qui ne cesse d'être derrière nous et nous pousse à franchir constamment des frontières mentales, à aborder l'espace, à surmonter nos terreurs, à penser le monde. Et je trouve très ça ne cesse de m'interroger la manière dont ces deux événements se dérobent à la pensée, un peu à la manière dont justement dans l'espace, notre perception de l'espace est toujours notre propre personne dans cet espace ne nous apparaît pas, puisque nos yeux sont à l'intérieur de l'espace que nous voyons, mais ne sont pas présents à nous-mêmes. Et cette relation à la vision et à l'espace, avec en creux notre propre silhouette hors champ, me semble être un rappel de ces événements aussi, où nous, d'une certaine manière, nous ne pouvons pas nous inclure nous-mêmes. Et j'allais dire, toute cette bataille pour l'espace qui fait que le monde globalement se construit sans cesse et se détruit sans cesse, et cette place qui se joue pour chacun d'entre nous, qui
qui est notre place tout simplement dans le réel, là aussi la métaphore spatiale me semble être constamment quelque chose qui est dans notre horizon de pensée. On est à la Clairière, à une association en plein centre de Paris, on se demande pourquoi une association par rapport destinée à des personnes démunies en plein centre de Paris, alors que ce n'est plus vraiment l'objet actuellement. C'est parce qu'il y a eu aussi toute une histoire. La Clairière est née en 1911, lorsque Paris, cet endroit de Paris s'appelait le ventre de Paris, et que c'était l'endroit où on allait chercher du travail, où les provinciaux qui venaient de provinces souvent pauvres, on va dire, économiquement, cette fois-ci, venaient pour chercher du travail, et lorsqu'ils trouvaient du travail, c'était souvent les pères de famille, faisaient venir leur famille. Il y avait le regroupement familial déjà en 1911. Et là, donc, l'église de l'Oratoire du Louvre s'est émue à travers un personnage qui s'appelait Wilfrid Monod, s'est émue des conséquences de ces regroupements familiaux où on voyait des enfants qui étaient complètement déracinés, des familles déracinées, des enfants qui étaient déscolarisés, et il s'est dit il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester impuissant, nous allons créer une association qui va faire non pas du caritatif, pas aider matériellement les personnes, mais les aider, les accompagner pour qu'ils puissent trouver leur place, là, ici, au centre de Paris. Il y a des gens qui sont pauvres mais qui conservent des liens de telle manière qu'ils ne tombent pas, effectivement, même si leur vie est difficile. Et puis, il y a le cas où les liens se détruisent et où là on passe dans la misère avec ce que ça implique même de dégradation du fonctionnement psychique, c'est-à-dire que la personne elle-même ne réfléchit plus comme elle réfléchissait quand ça allait à peu près bien, elle n'est plus capable de faire les mêmes choses. Donc c'est là où, pour en revenir à mon idée d'écosystème, chaque vivant fonctionne dans une relation avec d'autres vivants, et il ne fonctionne pas complètement indépendamment. Et donc quand les liens se défont, l'intérieur même de la personne change aussi. Vous avez employé le terme de sentiment de dignité. Le mot dignité, c'est un mot pas toujours très facile à définir, mais il y a le sentiment qu'on peut se présenter face aux autres, le sentiment qu'on a quand même une valeur qui fait qu'on n'a pas perdu la face devant les autres. Pour ma part, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le sentiment d'exister ». Et ça, je pense que ça rejoint tout à fait ce que vous avez dit sur le sentiment de dignité. Peut-être le concept de sentiment d'exister est plus large, mais il inclut évidemment la notion de sentiment de dignité. Encore une fois, dans la tradition philosophique, on fait comme si la conscience de soi suffisait pour qu'on sache qu'on existe. Bon, c'est une fiction, parce que dans la réalité, on peut avoir conscience de soi, mais avoir le sentiment de n'être rien, justement. Alors aussi, quand vous parliez de place, je pense que c'est très important. J'ai appris par hasard qu'en vietnamien, pour dire être heureux, l'expression en vietnamien qui signifie être heureux, c'est avoir sa place. Ah oui. Alors, avoir sa place, évidemment, c'est en même temps avoir un lien, parce qu'une place se définit par rapport à une autre place. Sinon, c'est un non-lieu. Hein. Donc, être dans un non-lieu, c'est la situation justement des gens qui sont misérables, on pourrait dire. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans le concept que vous avez développé pour définir la clairière, un lieu où trouver sa place. Donc, il ne s'agit pas de donner de l'argent ou
des biens, c'est pas les restos du cœur, c'est pas bon, qui ont leur utilité également, bien entendu, mais c'est le fait que les gens aient déjà leur place par rapport à des interlocuteurs ici, ce qui déjà commence à leur remonter le moral, je suppose, petit à petit, qui fait qu'ensuite, comme vous l'avez expliqué, ils peuvent aussi aborder le monde extérieur en meilleure position pour y faire face. Ils ont le sentiment d'exister, au moins, quand ils arrivent ici. Oui, ils retrouvent un certain sentiment d'exister du simple fait de la relation humaine. Et quand vous avez parlé de disponibilité... Excusez-moi, mais ils sont regardés. Oui. Et c'est ça la grande carence. Oui. C'est que la grande souffrance dans laquelle ils arrivent, et on va dire même la grande détresse, c'est qu'ils ont le sentiment de ne plus être regardés. Oui. Et là, ils arrivent dans un lieu où ils sont regardés, et pas jugés, regardés.